Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième partie de la revue de presse d'avril-mai 2020 consacrée à l'industrie et à l'environnement. Nous sommes en date du 1er juin, bien sûr, et je fais cette dernière séquence. Alors, c'est quand même très important puisque énormément d'événements spectaculaires et gravissimes se sont déroulés dans le domaine industriel et environnemental qui bien évidemment, bien sûr, ne sont pas sans conséquences sur le plan sociétal, mais aussi écologique. Tous ces feux explosions sont peu médiatisés et sont écrasés, bien sûr, par cette pandémie de Covid-19 notamment. Mais moi-même, j'ai l'impression qu'il y a une certaine volonté, un mainstream d'étouffer aussi ces événements quand même, surtout par rapport à ce qui s'est passé à Tchernobyl. Il me semble qu'ils en ont parlé très rapidement et c'est pas logique vu l'ampleur de cet événement. Très bien relaté par actu.fr, un bon résumé avec des images hein, pour le didactisme qui est toujours intéressant. Alors, incendie près de Tchernobyl, c'était début avril. Hein. La dispersion du panache de fumée a-t-elle touché la Lorraine? Question qui fait écho aux news qui n'est pas passé à la frontière de la part des autorités françaises de l'époque. Le panache de fumée de l'énorme incendie qui touche l'Ukraine et l'environnement proche de Tchernobyl est arrivé en Lorraine le 8 avril. Depuis, il est reparti. Donc là, on a une photo du panache de fumée, la diffusion hein, du panache de fumée courant avril. Et effectivement, on peut très bien se dire, est-ce que le confinement... Alors bien sûr, le confinement c'était avant, mais est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Mais en tout cas, avec le confinement, cet événement est passé sous les radars et voilà. Comme quoi les masques face à ce type de radioactivité, ça peut, est-ce que ça peut aider avec les particules radioactives? C'est quand même assez intéressant comme question. Le panache de fumée de l'énorme incendie qui touche l'Ukraine et l'environnement proche de la centrale nucléaire de Tchernobyl est arrivé en Lorraine le 8 avril 2020 et avant de disparaître petit à petit. Plus de 20 000 hectares sont partis en fumée en Ukraine depuis le 3 avril. Dans cet incendie qui mobilise plus de 400 pompiers, hein, cet incendie qui a démarré près de la zone radioactive a fait craindre une forte hausse de la radioactivité. Alors bien sûr, une petite vidéo. Un incendie de la zone d'exclusion en Ukraine, de l'observateur, de l'Obs, une vidéo très intéressante. Hein. Qu'est-ce que ça nous met comme son? Ouais, intéressant. De l'observateur, même si les autorités se veulent rassurant, bien sûr. On parle du plus grave incendie qui n'a jamais eu dans la zone. Donc, la femme ne sera qu'à un milieu de 5 km du réacteur hein, d'avril 86. C'est très dangereux. Oui, ils n'ont pas de taille sur l'estimation, sur la taille de l'incendie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut savoir qu'il y en a au moins 20 000 hectares qui sont partis en fumée. C'est quand même très très grave ce qui s'est passé en Ukraine. Hein. Et puis, bien sûr, le tourisme à Pripyat, malheureusement, il faut reporter, surtout en plus avec le confinement. Là, c'est double confinement, si j'ose dire. Puis quand on parle de confinement, par rapport à Tchernobyl, on parle de ça. On parle du réacteur qui est confiné. C'est en lien peut-être avec ça. Quand on parle de confinement au niveau des États, au niveau des chefs d'État, on parle quand même de ce type de danger, avec des masques, etc. Peut-être que, est-ce qu'ils ont des informations ou est-ce qu'ils prévoient une catastrophe de plus grande ampleur de type nucléaire? Et effectivement, là, le masque, ce sera la seule protection. C'est quand même vraiment intéressant. Un panache très présent le 13 avril, alors selon les données communiquées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui a publié une note d'information sur son site internet. Le panache a surtout touché la Lorraine et plus le Grand Est le 13 avril avant de disparaître le lendemain. Je ne présume pas de... Parce qu'on verra dans les informations que c'est un jeune homme, etc., qui aurait mis en place le feu, mais bon. Là, effectivement, on parle de Grand Est, de cluster de Grand Est, à l'époque, courant en mars. Et là, on a un feu qui touche plus globalement le Grand Est le 13 avril. Et on confine le Grand Est. Et puis, il y a
aussi le Grand Est, beaucoup de soucis. On a eu beaucoup de soucis au Grand Est. Est-ce que c'est lié aussi à la radioactivité de Tchernobyl? Intéressant. En tout cas, c'est à ne pas, en tout cas, omettre comme hypothèse complémentaire. Là, on voit bien le panache de fumée qui est parti depuis le 8 avril, début avril. Le panache de fumée qui a touché toute l'Europe en confinement donc. Et l'Europe est l'un des continents les plus touchés au nombre de morts. Et est-ce que c'est dû, regardez, l'Italie est plein. Moi, je dis pas que tout est que c'est lié à ça, mais est-ce que c'est un facteur aggravant? C'est une question qu'on peut se poser humblement au niveau de la radioactivité, justement pour continuer, des niveaux de radioactivité en France extrêmement faibles. Si le panache a touché le pays et la région, l'IRSN insiste que le fait que les niveaux de radioactivité attendus en France sont extrêmement faibles, justement. Sur le site dangernucléaire.wordpress.com, je vais lire la quintessence, bien évidemment, c'est très détaillé, c'est excellent comme définition de la radioactivité. Radioactivité, qu'est-ce que la radioactivité? Noyau stable, noyau instable. C'est merveilleux. Dans la nature, la majorité des atomes possèdent un noyau stable, mais il existe aussi des noyaux d'atomes qui sont instables, soit du fait d'un excès de protons, soit de neutrons, soit des deux. C'est le cas du carbone 14, de l'oxygène 14 ou de l'uranium 238 par exemple. Naturellement, les noyaux instables se transforment progressivement pour devenir des noyaux stables. Donc l'ordre de la création, c'est quand même intéressant. On nomme cette transformation désintégration. Donc c'est un processus. Donc durant le processus de désintégration radioactive, donc, des rayonnements sont émis par le noyau. Ainsi, les atomes du noyau instable sont dits radioactifs. Donc, pendant le processus de désintégration, pour revenir à la normale, donc durant ce processus de désintégration, ça émet des rayonnements. Et ces rayonnements sont classés. Donc, durant cette désintégration, c'est radioactif. Radioactif du fait des rayonnements durant ce processus qu'il émet, ces rayonnements que nous avons en alpha, bêta et gamma, qui sont effectives ici, qu'ils expliquent assez bien. Alors, les sources de radioactivité. On peut distinguer deux types de radioactivité. La radioactivité naturelle, présente naturellement dans l'environnement, et la radioactivité artificielle créée par l'homme. La figure ci-dessous montre les principales sources de radioactivité naturelle et artificielle en France. C'est intéressant. Alors, les sources de radioactivité, rayonnement cosmique, rayonnement tellurique. Je parlais de rayonnement cosmique sur ma vidéo sur le système solaire. Et notamment de la ceinture de photons de l'étoile Alcyone, dont le système solaire passe en ce moment. Et dans cette zone, donc effectivement, on a un rayonnement cosmique. Effectivement, sur le niveau de la mer, il y a 0,05% de ces photons de l'étoile Alcyone, enfin de la barrière de ceinture de photons. C'est non négligeable quand même, notamment avec les rayonnements cosmiques, etc. Heureusement que nous avons justement cette barrière, cette protection solaire, bien sûr, mais on voit bien que on a un niveau, au niveau du bouclier magnétique, il y a un souci. Hein. C'est quand même important à souligner. Donc, ces rayonnements magnétiques, extraterrestres, hein, bien sûr, est-ce qu'il n'y aurait pas une plus grande activité sur Terre, une plus grande imprégnation sur Terre, plus de rayonnements qui viennent? Ça peut être des facteurs aggravants qui ne sont pas expliqués au niveau mainstream et scientifique. On appelle sources de radioactivité naturelle les sources qui émettent naturellement des rayonnements. Il existe de nombreuses que l'on peut répartir en trois principaux types. Comme je disais, sources extraterrestres, sources contenues dans le sol et les sources présentes dans l'atmosphère. Les sources extraterrestres, ce sont des sources qui ne se situent pas sur la Terre, mais dans l'espace. Le Soleil en est une importante pour notre planète, mais dans l'autre aussi la présence d'ions très énergétiques, issus d'autres galaxies, en particulier des supernovae. De ces sources proviennent ce qu'on appelle des rayonnements cosmiques. Ceci rendrait la vie sur Terre impossible s'il n'était en grande partie détourné par le champ magnétique de notre planète filtré par l'atmosphère. Comme je disais, seul 0,05% atteint le niveau de la mer. Notamment
la barrière de photons de la ciel. C'est quand même assez important. Et puis, il y a un raisonnement assez intéressant. Alors, les sources artificielles, pour terminer avec un paragraphe. Ce que l'on appelle source radioactivité artificielle correspond aux sources radioactives créées par l'homme, bien sûr. On dit qu'il y a trois types de sources artificielles principales. La médecine, certaines des activités industrielles non nucléaires et les activités industrielles nucléaires. Selon la CEA, Commission d'énergie atomique, il me semble, 99% des rayonnements de sources artificielles auxquelles nous sommes exposés sont dus à la médecine, et j'en connais un rayon, si j'ose dire humblement. Les activités industrielles non nucléaires et nucléaires ne représenteraient que 1% du rayonnement des sources artificielles. Les activités industrielles non nucléaires, les sources de radioactivité correspondent par exemple à la combustion de charbon, au forage, au creusement des mines. On note aussi l'impact de certains épandages. Les épandages. J'en parlais bien sûr au niveau des chemical trails, notamment. Et les contrails aussi, il y a de la radioactivité, bien sûr. On compte dans le calcul de l'activité industrielle nucléaire la radioactivité due aux centrales et aux déchets nucléaires, les retombées d'accidents nucléaires tels celui de Tchernobyl, mais aussi les conséquences d'anciens essais nucléaires militaires. L'utilisation humaine de la radioactivité, pour terminer. Et je reviens sur l'actu.fr pour terminer. L'homme utilise principalement la radioactivité à des fins militaires, industrielles et médicales, d'où l'enrichissement de l'uranium comme on parle. Ces différentes utilisations déterminent une grande partie des doses d'exposition. Leurs utilisateurs affirment qu'elles sont maîtrisées, surveillées et sans danger. Pourtant, les accidents nucléaires sont nombreux. L'IRSN a recensé près de 600 accidents radiologiques majeurs dans le monde depuis 1945, ayant conduit à 180 décès rapides consécutifs à un syndrome aigu d'irradiation. C'est quand même assez impressionnant quand même. Alors je termine la séquence sur actu.fr, des mesures excusez-moi, sont en cours afin de prévenir, afin de définir précisément le taux de radioactivité, mais les résultats ne seront disponibles que la semaine prochaine. Une seconde étude a été réalisée afin de connaître l'impact de ce panache sur les organismes. Comme la 5G sur les organismes, c'est ça qu'on a besoin de savoir. Mais encore une fois, l'institut se veut rassurant, l'impact résultant de l'inhalation de la radioactivité transportée par les masses dans l'air arrivant en France devrait être insignifiant. Oui, mais ça c'est intéressant ça. Par rapport au masque, hein, l'impact résultant de l'inhalation, donc le masque, de la radioactivité transportée par les masses dans l'air arrivant en France devait être insignifiant. Certes, ça c'est ce qu'on nous dit, mais les gens ont des masques, on a des masques. Donc, il y a un souci au niveau de la radioactivité, qu'on ne nous informe pas. Voilà, c'est par rapport à ça que les gens, que c'est quasiment obligatoire les masques au niveau, dans les transports, etc. Moi je pense que c'est par rapport à ça. Le feu de forêt s'est déclaré il y a une quinzaine de jours autour de la centrale accidentée de Tchernobyl. Un feu un temps maîtrisé, mais qui sera de nouveau reparti dans cette zone vendredi 17 avril, selon l'ONG Greenpeace. C'est quand même... On continue sur Tchernobyl, voici une information complémentaire importante sur reporter.net. En effet, ces feux pourraient menacer, bien sûr, le dépôt de déchets radioactifs. 14 avril 2020. Alors, on a eu d'autres développements plus tard, bien sûr. Mais ça reste une information majeure dans cette revue de presse d'extrême importance. Bien sûr, la quintessence, mais comme d'habitude, et c'est très, très, très important. Pour nous et pour notre santé. Parce que l'air, ça va partout. Et le masque, c'est fait peut-être par rapport à ça, notamment. C'est quand même intéressant à signaler, vraiment. Les feux qui ont dévasté la zone interdite de Tchernobyl sont sous contrôle, selon les autorités ukrainiennes, mais des incertitudes demeurent sur l'étendue des dégâts, notamment au niveau des entreposages des déchets radioactifs. Les associations s'inquiètent pour les villages voisins et de la zone de leurs habitants, notamment les enfants. Donc, reporter.net revient sur cette séquence. Le feu continue à parcourir la zone interdite autour du réacteur de Tchernobyl, accidenté en 1986 et à l'arrêt depuis 2000. Un haut responsable des services d'urgence a déclaré qu'il n'y avait aucune menace pour la centrale,
ou ses installations de stockage, tandis que le vice-ministre de l'Intérieur, Anton Gerashchenko, assistait, tout ira bien. Alors, bien sûr, je fais une petite digression par rapport à la série de HBO sur Tchernobyl. C'est une mini-série de 5 épisodes, c'est fantastique, tout simplement. C'est culte, il faut vous dire la vérité. Très bien écrit, très bien réalisé, très bien interprété, il n'y a absolument rien à dire. Quand c'est comme ça, c'est culte, et voilà, je vous invite à voir si vous n'avez pas vu. C'est implacable, c'est sublime, tout simplement. C'est un chef-d'œuvre, il faut dire la vérité. Et justement, je rebondis par rapport à Tout ira bien. Voilà, quand même, ouais, c'est quand même incroyable. Mais il est à craindre que les incendies aient pris une ampleur considérable. Greenpeace Russie a déclaré que l'un d'entre eux se trouvait à 1 kilomètre de l'usine elle-même. La branche russe de l'ONG citée par Reuters a déclaré que le plus grand incendie couvrait 34 000 hectares, tandis qu'un second incendie à 1 kilomètre seulement de l'ancienne usine avait une superficie de 12 000 hectares. Bien que les incendies soient fréquents dans la région, Greenpeace a déclaré que cela pourrait être le pire depuis des décennies, comme on a vu dans la vidéo. Les services d'urgence continuent de lutter contre l'incendie. L'Ukraine a envoyé des centaines de pompiers, ainsi que des avions et des hélicoptères. Donc là, on voit voilà, justement, là, on voit justement dans cette photo le confinement, le dôme du confinement. Ça fait penser aussi à la série américaine Dôme de 3 saisons. Une série intéressante qui parle d'autre chose, mais la série Dôme aussi parle aussi de confinement. La série américaine, pas Dôme, Under the Dome, justement. Là, on voit des villages, c'est une village, la ville où il est dans la série, mais c'est intéressant dans le raisonnement par rapport au confinement. Alors, effectivement, quand on regardait la série à l'époque, on n'avait pas d'idée sur le confinement, enfin, on n'avait pas cette projection. Peut-être d'autres en avaient, mais en tout cas, c'est intéressant au niveau du raisonnement sur le confinement pour cette série de Under the Dome. Les efforts pour contenir l'incendie sont compliqués par la catastrophe, a-t-il dit. Les pompiers ne peuvent pas creuser de tranchées profondes dans le sol pour les coupe-feux car des particules radioactives pourraient être exposées. Mais les avions plutôt largués d'énormes volumes d'eau sur les incendies. Ont plutôt largué d'énormes volumes d'eau sur les incendies. La tâche des sauveteurs est d'empêcher la propagation du feu aux infrastructures critiques et ils s'acquitteront de cette tâche. S'il vous plaît, n'interférez pas avec leur travail, ne répondez pas de faux, de mensonges et d'absurdités, tout ira bien. Mais d'autres observateurs disent que la situation est bien pire. Sergei Zebtsev, chef du Centre régional de surveillance des incendies en Europe de l'Est, a déclaré à l'agence de l'AFP que l'incendie était devenu super nuageux et imprévisible. Le tour opérateur local Yaroslav Emelianenko a déclaré qu'un incendie avait atteint Pripyat, qui desservait la centrale. Il a déclaré qu'il n'était plus qu'à 2 km de l'endroit où étaient stockés les déchets les plus dangereux de l'usine. La situation est critique, a-t-il écrit sur Facebook. Monsieur Emelianenko a également déclaré que si le feu s'étendait à Pripyat, ce serait un désastre économique, car les visites touristiques, comme je disais, supervisées, fournissent des revenus précieux. En 2018, plus de 70 000 personnes justement ont visité la ville l'année dernière. Ce chiffre était bien sûr encore plus élevé après le succès de la mini-série HBO sur la catastrophe. Bien sûr, alors là on voit le feu, c'est quand même... là bien sûr on a la centrale avec le dôme de confinement, et puis là on va Pripyat. C'est à côté quand même, hein. Là faut être réaliste. C'est quand même largement impressionnant. Alors pour terminer, on voit aussi le pompier en action. Selon Greenpeace, il s'agit du pire incendie jamais observé dans la zone d'exclusion de Tchernobyl qui forme un rayon de 30 km autour de l'ancienne centrale. S'appuyant sur des images satellites, Greenpeace affirme que le feu n'est qu'à environ 1,5 km, donc ça se rapproche de l'arche recouvrant réacteur ayant explosé par accident en avril 1986. Le directeur d'une association organisant des visites guidées dans la zone, Yaroslav Emelianenko, a affirmé sur lui que l'incendie avait atteint la ville de Pripyat. Évacué par la catastrophe le 4 avril, un incendie de forêt a débuté près du village de Volodymyrovka, Kotovski Lesnichevsko, Chestvo, puis un autre foyer s'est formé près du village de Raovka, sur une superficie d'environ 5 hectares le 13 avril. Stimulé par un fort vent, le feu a contourné la section de forêt rouge et s'est dirigé vers la gare de Yanov
qui se trouve à 4 km de la centrale nucléaire. Pour terminer ces deux derniers paragraphes, hein, sur cette séquence de Tchernobyl, l'incendie a été provoqué par un jeune habitant près de la zone de Tchernobyl qui risque jusqu'à 5 ans de prison pour destruction de la végétation. Le jeune homme de 27 ans a dit avoir mis le feu à l'air pour s'amuser selon la police. Franchement, je suis humble et raisonnable, qui peut croire à ça? Mettre le feu à côté de Tchernobyl, pour quelqu'un de 27 ans, qui est en âge de comprendre que mettre le feu à côté de Tchernobyl, c'est une catastrophe. Non, franchement, il faut être sérieux. Faut être sérieux un instant. Pour moi, ça va pas du tout, cette info. Après, franchement, si c'est vrai, c'est terrible. Hein. Moi, j'y crois pas trop à ça. Franchement, on est dans une séquence de feu en Amazonie, en Australie, en Russie, au Canada aussi, il me semble. Aux États-Unis aussi, on a eu des feux. En Europe aussi. Donc, non, c'est une séquence de feux. Et puis, on a eu aussi à Paris, hein, avec Notre-Dame. Donc, on est dans une séquence historique qui n'a rien à voir avec un homme de 27 ans qui met le feu à l'air pour s'amuser. Ça va pas du tout. Non. Et en plus, cette information, c'est aussi pour nous ridiculiser un peu, j'ai l'impression. Ça ridiculise un peu des gens qui ont un raisonnement humble et qui veulent en savoir plus. Bien évidemment, ils ne vont pas dire la vérité. Hein. Ils ne vont pas dire que c'est comme je disais, des faisceaux lumineux, des faisceaux qui font ce genre de choses. Ils ne vont pas dire ça, bien sûr. L'un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl avait explosé le 26 avril 1986, contaminant, selon certaines estimations, jusqu'à 3/4 de l'Europe. La zone, dans un rayon de 30 km autour de la centrale accidentée, reste depuis largement à l'abandon. Après Tchernobyl, sortir du nucléaire.org, vraiment c'est un site formidable, exceptionnel, extraordinaire. Pour terminer cette séquence sur le nucléaire, un retour sur différents incidents occidentaux qui surviennent dans les installations nucléaires dans le monde et qui ne sont pas relayés par les médias. Juste, je vais revenir sur la carte. C'est quand même important. Voilà, je descends. Alors, ici, on a les incidents ici. Effectivement, on a un historique de 203 pages, bien sûr. Là, on est à la page 1. 28 mai, 27 mai. 28 mai, odeur de brûlé d'évacuation de la salle des machines. Le 27 mai. Mauvaise maîtrise de l'arrêt du réacteur de Fessenheim. Centraco, un flux de déchets nucléaires prend feu à l'usine de Marcoule. Fessenheim, encore une fois, alarme incendie à la laverie nucléaire. CS Biosaclay, fuite et autres problèmes avec des liquides radioactifs. 2 conducteurs trop irradiés par leur chargement. Fessenheim, une opération d'entretien fait 10 diesel. Donc, l'opération de démantèlement de Fessenheim, on a quand même beaucoup d'événements 11 mai. Et toujours mois de mai, hein. Encore une fois, Flamanville, malgré la surveillance renforcée, les erreurs continuent. En plus, à Flamanville, on dépense beaucoup de milliards et c'est nous, hein, les contribuables, hein, qui payons Fessenheim. Pas Fessenheim, mais Flamanville, c'est pas encore terminé, le PR, à Flamanville en Normandie. Accident d'une voiture au chargement radioactif. Budget, du combustible nucléaire chargé dans un bâtiment qui ne pouvait pas être confiné. 4 mai. Donc là, c'est la première page. Bien sûr, je mettrai en lien et vous pourrez voir toutes les pages. Donc chaque jour, on a un événement, on a un incident. C'est pour ça que c'est très dangereux. Bien sûr, et je reviens sur cette map qui est vraiment très 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 intéressante. Bien sûr, quand on fait un panorama, par exemple, ici on a une information importante, sur la mer de Barents. Par exemple, la mer de Barents est une poubelle nucléaire. La mer de Barents, on vient de couler le sous-marin russe Kursk, avec le film, hein, avec Marion Cotillard notamment, est la plus importante poubelle nucléaire au monde. Digne d'un inventaire à la Prévert, 21 000 mètres cubes de déchets radioactifs solides, plus de 7 000 mètres cubes de déchets liquides contaminés, plus de 20 000 objets irradiés, quelques 250 réacteurs nucléaires et surtout 88 sous-marins déclassés, dont 52 encore chargés en combustible. La mer de Barents est une poubelle nucléaire. C'est quand même assez incroyable pour la mer de Barents. Bien sûr. Alors je reviens sur cette map. Très intéressante. Hop là, je reviens.
Alors, voilà. Et puis je dézoome. Alors en France, justement, on a 66 événements. 666 événements, c'est assez étrange. Voilà, répartis. On peut regarder un peu partout. C'est quand même assez intéressant. Alors en France, regardez, c'est terrible, hein, ce qu'on voit. Et c'est les événements que je vous donne, que je vous ai donnés humblement depuis quelques jours, sur le mois de mai. Donc prenons un exemple ici. Problème sur les barres de combustible dans la centrale slovène. À Barcelone, arrêt du réacteur numéro 2 suite à la perte de lignes électriques extérieures. Almaraz en Espagne, une centrale nucléaire arrêtée après un incendie hors de l'enceinte. Ici en Écosse, Dounreay, relâchement de radioactivité dans l'environnement suite à un incendie. Ici en Suède, Force Mars, catastrophe nucléaire évitée de justesse. L'Europe est passée à deux doigts de la catastrophe nucléaire le 25 juillet 2006 à cause d'un court-circuit qui a provoqué le blackout d'un réacteur. Et on parle de blackout souvent en ce moment, hein. On parle beaucoup de blackout. Quand je parlais de ma vidéo sur Seattle, et vos commentaires très enrichissants, intéressants, on parlait de blackout et le blackout sera dû à ça, forcément. Ça a un sens historique, si j'ose dire, au niveau d'événements historiques par rapport à ce type de blackout. Selon un ancien responsable de la centrale, c'est l'événement le plus dangereux depuis Harrisburg et Tchernobyl. Une étincelle suffit pour déclencher l'apocalypse nucléaire, alors que la panne gravissime du réacteur suédois fait la une de la presse en Europe. On en a très peu entendu parler en France. Le 25 juillet, effectivement, ça m'a pas, en 2006, ça m'a pas marqué, quoi. Tchernobyl, ça nous a marqué. Leningrad, arrêt du réacteur numéro 2 suite à un problème de transformateur. Ici, toujours en Suède, la Suède arrête un réacteur nucléaire par mesure de sécurité. C'est quand même assez... ici, on est en Russie, ce modeste problème de turbogénérateur en 2011. C'est quand même assez intéressant. Et je veux dire, c'est quand même important, hein, explosion d'un réservoir contenant des déchets radioactifs en Russie. C'est quand même très 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 important. Donc je m'arrêterai là, hein, pour cette première partie concernant la section nucléaire, hein. On peut aller en Asie si on veut, et puis voir ici en Corée du Sud. Malfonction shutdown, lors d'un arrêt du réacteur, les barres de contrôle de la réaction n'auraient pas été insérées dans le cœur par arrêter la réaction. C'est quand même assez dangereux, hein. Les nuages, je mettrai en lien, vous pourrez naviguer tranquillement dans cette séquence et voir vraiment en temps réel ce qui se passe au niveau du monde nucléaire. Hein, on est au bord de la catastrophe avec tous ces feux, cette augmentation d'énergie cosmique, et puis on est au bord de la catastrophe. Parce qu'au niveau des protons, de neutrons, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Par rapport à ce qui se passe cosmiquement et la défaillance du système magnétique de la planète. Et donc de la barrière magnétique de la planète. Et donc, il faut rester vigilant, bien évidemment. Et je vais toujours rester tenir informé, hein, de ce qui se passe, parce que c'est vraiment très 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 important. Je reviendrai sur ça. Et puis, on se revoit juste après pour la deuxième partie, avec une partie plus aérienne, si j'ose dire. Donc, je vous remercie et à tout de suite pour la deuxième partie. Me revoilà dans cette seconde partie de cette revue de presse consacrée à l'environnement et à l'industrie, avec cette deuxième partie consacrée plus à l'espace, à ce qui se passe justement, sur agenceecofin.com. Côte d'Ivoire, des débris de la fusée chinoise Longue March 5 s'écrasent sur des villages après une descente incontrôlée. C'est quand même extrêmement important comme information. C'est quand même fondamental, parce que c'est quand même très grave et dangereux quand même. Ce qui se passe. Et puis ça fait écho à d'autres séquences. Vous allez voir, sur les autres onglets, sur la zone 51, sur le présumé OVNI à côté de l'usine de Himbel. C'est quand même très 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 important. Et comprendre que tout est lié finalement. Au niveau spatial quand même. Prévu initialement pour chuter uniquement
Dans l'océan Atlantique, plusieurs débris de la fusée chinoise Longue Marche 5 se seraient probablement écrasés dans plusieurs villages du centre de la Côte d'Ivoire, après une descente non maîtrisée. En effet, depuis le début de cette semaine, plusieurs cas de chute d'objets spatiaux ont été signalés par les habitants de ces villages. Les photos de ces débris essentiellement métalliques se sont abondamment retrouvées sur les réseaux sociaux. En plus, de nombreux témoignages de villageois, dont certains rapportant avoir entendu une grosse explosion et des bruits de chute. Une enquête a été ouverte à cet effet par la gendarmerie dans un tweet illustré par l'image d'un de ces débris retrouvés en Côte d'Ivoire. L'astrophysicien Jonathan McDonald du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics déclare: un objet de 12 mètres de long s'écrase sur le village de Maounou en Côte d'Ivoire. Il se trouve directement sur la voie d'entrée CZ5B à 2100 km en aval du point localisé par SpaceTrack. Il est possible qu'une partie d'un étage ait traversé l'atmosphère jusque-là. Lancé le 5 mai de... Et il me semble qu'on voit des films où on a des débris spatiaux en Afrique. Je sais plus c'est quel film, c'est pas Gravity, mais parce que pour celles et ceux qui ont vu, on sait comment ça se termine, mais je sais plus c'est quel film, mais c'est intéressant ça en tout cas. À chaque fois dans les films, ils montrent ce qui va arriver, c'est incroyable ça. Lancé le 5 mai 2020, alors, effectivement, juste pour faire la digression, il y a un film qui n'est même pas diffusé pour le coup, c'est Grey State. Alors là, pour le coup, il n'est même pas diffusé. Tellement c'est la quintessence même de l'avenir, quasi prophétique. Malheureusement pour l'avenir de l'humanité. Là, le film Grey State n'existe pas. En tout cas, dans la diffusion. C'est du jamais vu, ça. C'est le seul bien culturel qui n'est pas autorisé. L'un des seuls, en tout cas. Pour un vol de qualification de quelques jours, la fusée chinoise Long March 5 a enregistré la chute de débris la plus spectaculaire depuis ces 30 dernières années, comme le souligne Jonathan McDowell sur son compte Twitter, précisant que le dernier événement comparable a eu lieu en 1991 avec le retour sur Terre de la station spatiale Salyut 7 soviétique. Cette situation a vécu dans ces villages de Côte d'Ivoire est d'autant plus étonnante que d'après les experts, la probabilité que ces débris touchent des zones habitées est relativement faible. Désolé pour ce petit contretemps, je continue ce que je disais. Habituellement, une vaste zone au sud de l'océan Pacifique, au large des côtes chiliennes, appelée Point Nemo, est utilisée comme un vaste cimetière de matériaux astronautiques pour accueillir les restes de vaisseaux spatiaux obsolètes ou encore contrôlables. Toutefois, concernant Long March 5, il s'agissait d'une descente non maîtrisée par les scientifiques chinois. Un cas de figure qui, selon les experts, peut intervenir lorsque l'engin spatial est resté inactif en orbite pendant un certain temps. Dans l'éventualité où la chute de ces débris spatiaux en Côte d'Ivoire aurait causé des dommages ou fait des victimes, ce qui n'est toutefois pas le cas, la responsabilité de la Chine aurait pu être engagée si les enquêtes concluaient qu'il s'agit d'éléments provenant de Long March 5. Selon les sites spécialisés Numérama, la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux en 1972 stipule qu'un État a la responsabilité absolue de verser la réparation pour le dommage causé pour son objet spatial à la surface de la Terre. André Chadrac avec Borgia Cobry. Intéressant comme information. Alors, à présent, un sujet important dont les médias mainstream en parlent peu, très très peu, voire presque jamais, et surtout catégorisé comme conspirationniste, ou raillé aussi, des fois. C'est bien évidemment la zone 51 et les ovnis, avec de nouveaux développements, parce que là, on parle de l'environnement, et il se passe des choses quand même, pas forcément de manière ésotérique, mais qui sont des informations qui méritent d'être développées. À partir du moment où ces sujets sont mis de côté, les gens ne s'y intéressent pas trop, et c'est dommage. Moi, j'informe toujours, humblement, sur le site Lumière sur Gaïa de Laurent Freeman, dont je suis abonné à sa chaîne, bien sûr, un bel éclaircissement de la situation publié par Estelle le 19 mai, issu bien évidemment des travaux de Benjamin Fulford, bien sûr. Je vais en lire la quintessence, comme d'habitude. C'est fantastique ce sujet, c'est incroyable. La bataille pour la planète Terre entre dans une phase dangereuse. Oui. Et on en ressent tous les choses. Même si on n'en a pas conscience, mais on sait qu'il se passe des choses. En effet, pas moins de 3 factions extraterrestres
se battent désespérément en vue d'en acquérir la domination. Cet assaut prend désormais des dimensions non seulement bibliques, mais aussi d'autres mondes. L'aspect biblique concerne l'occupation des principaux lieux saints de l'islam par des forces inconnues. Il me semble qu'on a toujours la Mecque qui est confinée, je ne sais plus. On vient au niveau de la mosquée Al-Aqsa, il faut avoir des informations complémentaires, effectivement. N'hésitez pas à mettre vos infos complémentaires concernant les lieux saints de l'islam par des forces inconnues. Intéressant. L'aspect autre monde consiste en une attaque sur la zone 51 et un ovni abattu au Brésil. Celui de Magé, proche de l'usine d'armement d'Imbel. Je vais venir juste après par rapport à l'enquête de MUFON de Pascal Fechner. Tout cela se produit alors que des factions qui veulent simplement contrôler l'humanité se battent contre des factions qui veulent éliminer une grande majorité d'entre nous. Voilà, c'est très clair. Et je ne vais pas rajouter par rapport à d'autres choses. Concernant, parce que là on parle d'autres races exogènes. Donc voilà. Commençons par la partie de cette bataille qui concerne l'exoplanétaire. Sur ce point, le gouvernement des États-Unis, effectivement, a commencé à recruter ouvertement du personnel pour du travail hors planète. Intéressant. United States Force, département of the Air Force. Justement, je reviens. Il me semble, j'étais sur Netflix et effectivement, on a une série, là, il y a quelques jours, qui est sortie avec Will Ferrell, il me semble. C'est pas forcément son prénom Ferrell, mais en tout cas, il y a une série qui s'appelle Space Force et qui parle de ça. C'est quand même assez intriguant. C'est sorti au mois de mai, là, la série Space Force de Netflix. C'est quand même assez intéressant. La publication de cette annonce de recrutement était suivie du meurtre du colonel Thomas Falzarano de l'armée de l'air, commandant de la 21e escadre du service spatial. Puis immédiatement après, il y a eu une énorme attaque sur la tristement célèbre base 51, la base d'OVNI, la zone 51, le sismographe du séisme de magnitude 6,5 qui a frappé la base dépicte une explosion massive et soudaine et non un tremblement de terre naturel. C'est très important ça. Et on voit le sismographe. C'est très important parce que c'est factuel. C'est une information importante ça. Après de là, est-ce que on a eu le crash d'OVNI à Imbel au Brésil? C'est quand même intéressant. On peut très bien se dire, la zone 51, voilà, il y a une explosion, ils voulaient aller en Antarctique, et puis en passant par le Brésil, abattu par l'aviation américaine, peut-être. Selon les sources de Pentagon, le navire hôpital USN Mercy a quitté Los Angeles le 15 mai, au moment où le Nevada et la Croatie étaient frappés par des tremblements de terre. Ils disent que le navire était rempli de malfaisants appréhendés, et ils ont aussi laissé entendre qu'ils avaient détruit les bases souterraines de ces deux endroits après que des enfants aient été secourus des installations souterraines de fabrication d'adrénochrome. C'est quand même assez intéressant. Bien sûr, c'est pas mainstream ça, c'est malheureux, c'est pas du tout mainstream, parce que il faut expliquer toute la séquence derrière. Voilà. Et en fait, au niveau mainstream, si vous voulez, par exemple, par rapport aux explosions, on vous met une information par rapport à l'usine de Rouen, et puis il y a tout ce qui découle derrière, mais qu'ils ne vont pas vous expliquer. Ils vous mettent juste au mainstream l'usine de Rouen, et puis il y a tout le reste qui ne vous explique pas. C'est pareil pour les problèmes des malfaisants. On a Epstein qui cache tout derrière. Ils vous mettent juste Epstein en mainstream, et puis derrière, il y a tout un réseau, etc. C'est pareil pour l'usine de Rouen. Derrière, il y a plein d'événements, il se passe plein de choses. C'est comme ça que ça se passe au niveau mainstream, malheureusement, on peut le déplorer. Les problèmes de terre ont été suivis par l'observation très inhabituelle d'OVNI au Brésil, suivi d'un crash d'un OVNI, ce qui a été filmé par de nombreuses personnes. Une vidéo de 2 minutes montrant les OVNI, le site du crash peut être visionné. Ici, alors bien sûr, vous pouvez, par rapport à ça, on a aussi les vidéos de Pascal Tréfinguet aussi. Après, chacun son avis, humble, bien sûr, il n'y a aucun problème. Le site Chorchafal, lié au service de renseignement de la navire américaine, affirme pour sa part que les États-Unis avaient reporté au meurtre du colonel Falzarano en tuant l'ambassade de Chine d'Houai en Israël. Alors pourquoi la Navy pense-t-elle que les Chinois auraient orchestré le meurtre d'un commandant de la force spatiale? Et puis, je vous conseille de lire tout, parce que c'est assez long, hein, je vous conseille de lire la suite, c'est quand même très 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 intéressant. Et surtout le dernier paragraphe par rapport à la géopolitique et d'où
Donc on a des infos au niveau de l'environnement, des ovnis et spatiales qui sont liées possiblement à l'assassinat de Juwei pour répondre. Voilà, on ne peut pas fermer dans les coulisses pour en savoir plus, hein. C'est quand même assez important parce que pour savoir pourquoi il est mort, Juwei, c'est quand même assez intéressant à savoir. En tout cas, alors, avoir des preuves, c'est des suppositions. Avoir des preuves, ça va être compliqué. Bah, alors, bien sûr, c'est quand même très 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 important et intéressant concernant ce crash d'OVNI au Brésil, hein, une forme d'enquête du MUFON France, pilotée par Pascal Fechner le 20 mai 2020, qu'on retrouve aussi sur le média de Bob Belanca, BTLV. MUFONFrance.com, comme tout le monde sait, pas seulement au Brésil, une vague de rumeurs sans origine précise est répandue sur les réseaux sociaux, affirmant qu'un OVNI serait tombé à Magé, une des villes des plaines de Rio de Janeiro, et que l'armée aurait fermé la zone et empêcherait que les gens se rapprochent. Mais que s'est-il vraiment passé là-bas? Il est toujours difficile de détecter l'origine d'une rumeur. Autant nous essayons de revenir en arrière pour atteindre la première personne qui l'a propagée. Finalement, une sorte de patient zéro, d'informateur zéro, si j'ose dire. De pandémie et de quarantaine, cela devient pratiquement impossible. En ce type de période, bien sûr. Ainsi, notre histoire commence avec la publication d'une fille, résidente à la municipalité de Magé, qui a partagé un audio qui disait qu'un objet était tombé dans Imbel, à côté d'un lac, que l'objet avait la forme d'un couvercle de marmite et cette partie a été enterrée dans le sol. La même fille a ajouté un commentaire de son père au poste sur un mouvement exceptionnel d'hélicoptère au-dessus de la ville. C'est intéressant quand même. Imbel, c'est l'usine d'armement. C'est l'usine d'armement qui s'appelle Imbel, qui a été construite loin de la ville de Magé, puisque ça c'est une explosion bleue de transformateur. Pour éviter toute explosion, puisqu'on fabrique des explosifs et l'armement, donc il s'est passé quelque chose. Mais après, quoi exactement, est-ce que ça nous venu ou pas, voilà, c'est toujours intéressant à savoir. À partir de cela, des détails ont commencé à être ajoutés, une série de faits. Comment aléatoire est devenu un cas d'OVNI qui a déplacé les stations de télévision, créé une vague de rumeurs sans aucune confirmation et traversé les frontières du pays. L'histoire originale disait que cela se serait produit aux premières heures du lundi 2 mai. Et l'enregistrement qui devait avoir été fait et envoyé par un conseiller de la ville de Magé, le sergent Lopez, a été fait parce que les gens étaient effrayés par le bruit d'une explosion. Magé est une ville de montagne avec beaucoup de forêts dans les environs, dont le climat varie beaucoup, comme il se produit dans n'importe quel endroit dans ces régions. Et c'est important parce que des vidéos ont été faites parlant d'explosions et montrant des lumières bleuâtres en arrière-plan, avec un bruit étouffé au loin, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Cela est typique d'une explosion de transformateur de lumière, qui explose souvent dans les climats humides avec de la bruine, surtout quand il y a peu d'entretien. L'image qui illustre ce sujet montre le ton bleu de l'explosion, qui peut être comparé à la vidéo publiée sur les réseaux. Donc Imbel, voilà, c'est une usine d'armement. Bien sûr, c'est le fusil d'assaut d'Imbel pour terminer. Hein. À Magé, depuis les années 70, il y a une usine d'explosifs commandée par l'armée, mais qui est aujourd'hui à capital mixte, appelée l'industrie brésilienne du matériel militaire. Imbel, dont l'origine remonte à 1808 et à l'usine de Lagoa, Polvora Rodrigo de Freitas à Rio de Janeiro, fondée par João VI. L'usine Imbel Magé fabrique de la nitroglycérine et d'autres explosifs et est répartie sur une grande superficie de forêt. L'ensemble de l'installation a été stratégiquement construit de sorte qu'en cas d'accident et d'explosion, comme je disais, la ville et ses habitants ne soient pas affectés, ou soient très peu affectés en tout cas. Pour une de ces coïncidences qui semble avoir agi pour ne rien transformer en tout, exactement à la date de la supposée chute. C'était l'anniversaire de l'usine, et les célébrations impliquaient, comme cela se produit chaque année, des tirs de canon. Donc oui, il y a eu des explosions, mais pas comme elles auraient été, hein, pour montrer que tout était en paix. Moi aussi, Juno de porter un DM. C'est rendu à l'endroit où se trouve Imbel la nuit suivante. Elle a fait la vidéo ci-dessous, montrer que tout était calme. Chacun a son point de vue. Et c'est intéressant, chacun fait ses vidéos. Après, la vérité absolue, c'est quand même assez intéressant de savoir, bien sûr. De plus, parmi les histoires ajoutées, il y a une photo de Google qui montrera une soucoupe volante tombée dans les bois. Cette photo a couru sur les médias sociaux comme si c'était une excellente trouvaille. Et l'image est vraie, mais ça n'a rien d'extraterrestre, c'est juste la lumière du soleil qui tombe sur un toit, avec une couverture métallique, on le montre la vidéo ci-dessous, aimablement fournie par Romulo Rocha,
propriétaire de la chaîne Romuleux, véhiculée sur YouTube et qui s'est rendu sur le site et a filmé le prétendu OVNI. Donc c'est quand même... De plus, Rocha a effectué un vol en parapente à travers la région UBL et a précisé qu'il n'avait rien de tomber là-bas, ni des arbres cassés ou d'incendie, et des dommages afférents qui seraient attendus en cas de chute. Après, c'est des points de vue, hein, c'est des points de vue. Ça, c'est quand même assez, assez intéressant. Rocha a été, le regard de beaucoup d'entre nous, piégés à la maison par la quarantaine, n'ont pas la même possibilité. C'est intéressant ça. Par rapport à la quarantaine, on n'a pas la possibilité d'aller sur place pour faire les recherches nécessaires. Hein, très intéressant, c'était dit Pascal Fechner. Nous apprécions vraiment votre disponibilité et votre enthousiasme. Amener les enquêtes et votre gentillesse. Effectivement, nous remettre les vidéos au réservoir satellite pour terminer. Pour terminer cette séquence. Ici, il convient d'ajouter que ce même week-end, les satellites Starlink de SpaceX, la station spatiale internationale et les télescopes Hubble étaient visibles dans certaines régions du Brésil, ce qui a dérouté les observateurs. Et on est toujours dans la même séquence. Dans la deuxième partie, c'est quand même assez intéressant de parler des débris de Côte d'Ivoire, de parler de la zone 51, de parler de Douai, l'ambassadeur de Chine, et là de parler au niveau UFO, de parler de la station spatiale internationale. De plus, hein, l'une des étapes de la fusée chinoise Long Marseille est rentrée par un instant tout délié finalement, comme je vous disais, et a dispersé ces morceaux. Maintenant, on le sait en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Avant la chute, cependant, l'objet a traversé le territoire brésilien, mais lors de l'étude de sa trajectoire, toute possibilité de chute de ces parties sur notre territoire a été exclue. Cette information est importante car nous avons reçu un rapport d'une personne qui nous a demandé de rester anonyme, disant parce qu'il était l'ami d'un commandant de l'Imbel, il avait réussi à rentrer dans l'usine et aurait vu, à quelques centaines de mètres d'un entrepôt, à l'intérieur de la forêt, un objet sphérique et métallique d'environ 3,5 mètres de diamètre qui était tombé à cet endroit. On le sait, on voit bien Roswell, c'est-à-dire il passe, il nettoie tout, et puis après vous voyez, oh mais il n'y a plus rien. Voilà. Selon ce témoin présumé, il n'y a pas d'armes cassées ni de dommages à la forêt, et il semblerait que l'objet n'était pas tombé, mais qu'il avait atterri là-bas, ne cassant qu'un ou deux arbres. Effectivement, là, si ça casse un ou deux arbres, on voit rien. Et si, bien sûr, l'objet disparaît, voilà, nickel chrome, comme disait l'autre youtubeur. Il a ajouté qu'il y avait beaucoup de soldats là-bas, mais qu'il garderait l'objet, mais que dans la ville, personne n'avait vu de mouvement militaire. Oui, parce qu'il y avait le confinement. Ou pas, mais je pense qu'il y avait le confinement au Brésil, mais je pense, je sais pas en fait. Mais je pense qu'il y avait le confinement à l'époque au Brésil. Début mai, 12 mai, 12-13 mai, je pense qu'ils étaient en confinement. Selon la personne, il y a une garnison militaire à Petropolis, une ville qui n'est pas loin endommagée, les soldats seraient entrés dans la forêt. Alors, comme je vous disais, effectivement, en plein confinement, on voyait, même en France, des camions militaires. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et il se passe des choses. Voilà, moi je le dis humblement. Après, c'est pas une question de tout croire comme ça. Moi je suis avisé, humble, j'essaie de comprendre, mais moi je vois. J'ai vu. Peut-être que vous aussi vous avez vu des camions militaires, des mouvements militaires la nuit, en soirée. C'est quand même important de le comprendre. Alors bien sûr, trop traîner en soirée, après vous pouvez avoir des soucis, quoi. Bien sûr, alors pour terminer, notrePlanète.info, c'est quand même c'est un site important sur l'environnement. Et les sons que nous entendons, bien sûr, parce que c'est lié aussi au phénomène magnétique. Comme je disais, c'est important de comprendre ça au niveau du phénomène magnétique et de ce qui se passe au niveau des protons et de neutrons et la vibration qu'on peut entendre de ce phénomène, de cette perturbation magnétique. Est-ce que ces sons-là de trompette est lié à cette perturbation de phénomène magnétique? C'est probable. Et ce son-là que nous entendons, bien sûr, c'est le son des trompettes dont parle de la Bible, les trompettes de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Les trompettes, bien sûr, hein, la quintessence qu'on peut d'habitude depuis quelques décennies, hein, d'étranges sons pour terminer cette vidéo puissant et envahissant se font entendre dans différentes localités du monde depuis début 2016. Ils ont été perçus très clairement au Maroc, sans que des explications convaincantes et sérieuses puissent être fournies. Nous avons prudemment quelques hypothèses face à ces BNI, bruits non identifiés. On avait des objets volants non identifiés, là on a les bruits non identifiés, c'est quand même assez intéressant. Alors, ça c'est un autre bruit identifié pour le coup. Alors, on les appelle les ces sons
singulier, de basse fréquence, persistant et envahissant, qui ressemble à une sirène ou à un bourdonnement rappelant un puissant moteur diesel qui tournera au ralenti à intervalles réguliers dans le lointain. Ces phénomènes encore inexpliqués, ont été évoqués dans le 19e, dès le 19e siècle, mais ils sont de plus en plus populaires depuis la fin des années 70. Ils ont été entendus massivement dans plusieurs localités du monde. Alors moi-même, personnellement, j'en ai pas entendu, mais n'hésitez pas à rajouter vos informations complémentaires si vous en avez déjà entendu. C'est quand même très 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 intéressant. Alors voilà, là il y a un historique, hein, on a eu su en Europe en janvier 2012, en janvier 2016 au Maroc. C'est quand même intéressant. De 10% des personnes entendraient ces bruits étranges, notamment recensés dans la base de données cartographiques du projet World Home Map. Début janvier 2019, près de 10 000 témoignages, dont plus de 2000 pour l'année 2018, ont été mis en ligne, mais sans que l'on sache toutefois ce qui tient vraiment du ou de problèmes auditifs ou psychiatriques. Si leur origine reste inconnue, les hypothèses ne manquent pas des plus rationnelles, phénomènes géologiques ou atmosphériques, infrasons provenant de processus industriels, et oui, prospection pétrolière, gazière, forage, chute de tuyaux, sirènes, chute de météores, hein, effectivement, antennes de téléphonie, éoliennes, comme je disais, l'électrification hein, avec la 5G, communication en basse fréquence des sous-marins, projets arbres, chantiers, remise en état du ballast des voies ferrées, autres voire plus fantastiques, voire farfelus, signaux aliens, extraterrestres, à l'instar des premiers films, des guerres des mondes de Steven Spielberg, migration des animaux marins, gémissement de leur planète à l'agonie, trompette divine, accouplement de créatures sous-marines. Ça, c'est un peu plus rocambolesque, si j'ose dire. Donc là, on a une compilation hein, des tranchons, je vais avancer un peu. Voilà. Fuck is that shit? It's for the YouTube people. You hear that? Voilà. Ça, c'est en Suisse. Ça, c'est intéressant, ça. Je vais avancer un peu. Ouais. On va faire un peu... Ça me semble que ça va être en Angleterre. C'est inquiétant comme ça, quand même. Très, très, très inquiétant. Ça, c'est au Canada. Je vais monter le son. C'est quand même impressionnant. Hein. Au Canada aussi. C'est intéressant de voir que c'est au Canada que ça se passe notamment. C'est intéressant. Géographiquement. C'est quand même assez impressionnant que des gens... Regardez, tout le monde peut l'entendre ça. On a 10 000 témoignages. Parce que les gens, ils ont peur. Tout le monde entend ça. Tout le monde a des oreilles, tout le monde entend ça. On n'en parle même pas au niveau mainstream. C'est terrible ça. C'est quand même... Sounds like the sky. Really hard to see. Like fucking just all clouds too. Ça c'est en 2012, c'est des compilations, c'est une compilation enregistrée en 2012. C'est quand même, ça c'est intéressant ça. Comme ça. Je trouve que c'est quand même inquiétant par rapport à 2012 et au niveau de la fin de cycle par rapport au Maya. Pour la nouvelle séquence finalement, le déclenchement de la nouvelle séquence le 21 décembre 2012. Il s'est passé des choses en 2016. On a très peu de... Bien sûr, vous pouvez aller voir sur YouTube pour voir pour entendre les sons. Mais en tout cas, on a très peu de... On a très peu d'informations en tout cas. C'est vraiment dommage quoi. Donc voilà à peu près
un événement sismique, c'est intéressant. Donc, de toute façon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Alors, bien sûr, c'est exhaustif, hein, j'ai montré rapidement. Pour une information complémentaire, un petit bonus concernant ces sons de trompette, bien sûr que vous retrouvez sur YouTube. C'est pas une question d'y croire ou d'y pas y croire, ça n'a rien à voir. Les choses sont claires et évidentes maintenant. Ah, les sons de trompette, etc. On n'est plus dans la croyance, là on est dans les faits, dans du factuel. Voilà, très clair. Ça sert à rien de se voir à la face ou quoi que ce soit. Là on voit tout ce qui se passe, on a toutes les infos, on a tout maintenant. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, un peu de repos me ferait du bien. Et puis il y a quand même une séquence lourde qui arrive pour moi, j'ai préparé voilà, dans la perspective au moins 3 vidéos de The Economist, 3 parties nouvelles de The Economist, puis une vidéo sur le crop circle et les géoglyphes, et puis aussi la chute de Babylone, et 4 parties de la chute de Babylone, cette série voilà, qui a plus d'1 an, qui n'a pas été renouvelée ou continuée, sur la mondialisation, l'effondrement, le nouvel ordre mondial et le retour d'Enki ou d'Enlil. C'est 4 parties extrêmement importantes pour ma chaîne. Donc voilà, tout ça c'est sur un temps long, avec une revue de presse juin-juillet, bien sûr. Là pour le coup, c'est littéralement implacable. Donc voilà pour le programme. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, et à la prochaine et à dans quelques jours. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci pour vos commentaires, pour le pouce levé et vos abonnements. Merci beaucoup.